Il est 6 h du matin, je suis dans le Negev, pas très loin de Nitzana, et avec Igal, on s'apprête à partir pour une balade de plusieurs heures dans le Nachal Nitzana, qui va nous conduire jusqu'aux ruines d'un petit village de l'époque d'Abraham. Alors tout ça, je vous en parlerai en cours de route. On part de bon matin pour avoir de belles lumières, et je pense en voyant le soleil qui se lève que ça va être une journée réussie. Voilà, on y va. Bonjour à tout le monde et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, je suis vraiment très heureux de pouvoir vous accueillir sur cette nouvelle chaîne YouTube qui a ouvert depuis quelques mois, comme vous le savez, et en particulier pour cette nouvelle série de vidéo-reportages que nous vous proposons depuis l'arrêt de la revue Keren Israël. Alors aujourd'hui, j'aimerais vous emmener de manière particulière sur les traces d'Abraham et on va se focaliser de manière particulière sur le désert du Negev. Parce que vous l'ignorez certainement, mais Abraham est passé dans la région. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, il nous faut aborder quelques notions de géographie et de morphologie de la région. Voilà, ici, nous sommes au sommet du Tel Nitzana. Alors un jour, je vous raconterai en détail l'histoire de ce lieu. Pour l'instant, je suis venu ici parce que cette colline est une véritable tour de contrôle de toute la région. De ce côté-ci, comme vous pouvez voir, on a une vaste plaine d'une vingtaine de kilomètres qui s'étend jusqu'au contrefort des montagnes du Negev. Ces montagnes qui vont s'étendre presque jusque tout en bas, jusqu'à Eilat. De l'autre côté, on a, à 5 km d'ici, exactement, on a des dunes de sable qui sont tout autant un obstacle naturel difficile à franchir. Donc, entre ces deux obstacles naturels, on a une plaine, la plaine de Nitzana, où culmine justement cette colline sur laquelle je me tiens actuellement. Le texte de la Genèse que voici nous parle d'une route, la route de Chour. Or, cette route passe dans le Nord Sinaï et passe par cette plaine de Nitzana qui forme une sorte d'entonnoir naturel. Donc, on est ici sur un carrefour extrêmement important depuis les origines, et j'ai envie de dire presque jusqu'à aujourd'hui. Alors, pourquoi toute cette explication ? Tout simplement pour faire comprendre que lorsque Abraham a habité dans la région ici et qu'il s'en est allé en Égypte lors de la famine, eh bien, il est passé automatiquement par cette passe de Nitzana, si je peux dire, comprise entre ces deux obstacles naturels. Alors je suis arrivé à l'oasis de Berotaim. Berotaim, ça veut dire les deux puits, tout simplement parce qu'il y a deux puits dans cette oasis. Le premier il s'appelle le puits de Moshe, de Moïse, et le deuxième le puits d'Aaron. Cette oasis est potentiellement une oasis biblique. Certains spécialistes pensent qu'il s'agit de l'oasis de Béhéroth, dont il est fait mention dans les étapes de la sortie du peuple d'Israël dans le désert. Alors c'est vraiment quelque chose de passionnant parce que ce puits est très ancien. D'après l'archéologue Nelson Gluck, il daterait même de la période d'Abraham. Ce qui veut dire que lorsque Abraham a fui vers l'Égypte pour échapper à la famine dans le pays de Canaan, il est passé donc par la route de Chour, par la passe de Nitzana, et il est passé nécessairement par un petit village qui était une étape sur la route de Chour, duquel dépendait ce puits. Donc, d'après Nelson Gluck, Abraham est venu boire lui-même à ce puits. C'est pas très profond en fait, hein, il y a à peine 3 mètres. Mais ce puits
est distant d'à peu près 5 km du village. Alors pourquoi ça? Tout simplement parce qu'à l'époque, on éloignait autant que possible des villages les puits qui étaient éventuellement des sources de conflits. Et donc si il y avait un conflit au niveau du puits, le fait d'être éloigné évitait au village d'être détruit tout simplement. Alors maintenant, j'aimerais qu'on parte explorer le village dont dépendait justement ce puits. Alors il est au fond du désert, au milieu de nulle part, et il nous faudra une bonne marche pour arriver là-bas. Alors on a à peu près 5 km ou 6 km jusque ce village là-bas. Alors là c'est intéressant, je ne sais pas si vous voyez partout par terre, c'est plein d'escargots. Oh ils sont sortis. Regardez. Alors là c'est extrêmement rare, je ne sais pas si on voit bien à l'écran, c'est très rare parce qu'en fait on appelle ça l'escargot dormeur. Il a la particularité de dormir pendant 340 jours par an et de sortir de sa coquille pendant une vingtaine de jours, à la saison des pluies, justement maintenant. Et il sort pour se nourrir, pour se reproduire et pour pondre ses œufs. Alors c'est un escargot qui est vraiment particulier parce que il a un système de refroidissement à l'intérieur, d'aération, une sorte de climatisation et qui lui permet de résister à des très grosses chaleurs. En même temps c'est pour ça qu'il est blanc. Et là il y en a vraiment partout. Allez, on est reparti parce qu'on a beaucoup à faire. Voilà, on arrive au Nahal. Et maintenant, on va suivre alors. Maintenant, quelques mots sur l'endroit où on va. Il y a bien des années, après la Deuxième Guerre mondiale, l'archéologue américain Nelson Glueck est venu travailler beaucoup sur le désert, dans le Negev. Et lors de ses prospections, il a découvert les ruines d'un très vieux village de l'époque d'Abraham, justement, sur les bords du Nahal Nitzana. Alors un village qui sortait de nulle part parce que personne ne le connaissait. Et il n'y avait pas de nom, donc il a donné le nom de la cote d'altitude qui est 315. Donc il l'appelle ce village 315. Et alors, il a la particularité de dater de l'époque d'Abraham. Et pour ça que ça nous intéresse. Et justement, d'après Nelson Glueck, nécessairement, j'ai envie de dire, Abraham y est passé lorsqu'il descendait en Égypte pour se protéger de la famine. Donc voilà, c'est pour ça que ça nous intéresse aujourd'hui et qu'on va aller visiter cet endroit. C'est absolument magnifique. On se lasse pas de ces paysages, hein, vraiment. Alors je vous raconte pas le silence et le calme, on n'entend rien. Il y a les oiseaux qui se lèvent, qui piaillent un petit peu partout, mais il n'y a rien. Silence absolu. Alors on va quitter le lit du Nahal et on va aller sur les berges là-haut. On a encore un petit peu de chemin à faire, hein, jusqu'à là-bas, c'est pas fini. Là on arrive dans un endroit vraiment très intéressant parce que on trouve sur les berges du Nahal Nitzana les restes de vieux villages de l'époque chalcolithique qui sont encore plus anciens évidemment que le village d'Abraham, entre guillemets, qu'on va aller voir. Et on voit derrière moi, je ne sais pas si on voit bien ici, on voit derrière moi ces restes.
Alors c'est vraiment, il ne reste plus grand chose, hein. Mais l'époque chalcolithique, c'est l'époque de transition entre la période de la préhistoire et la période de l'histoire. Alors c'était comment dire, c'était des maisons, des huttes en pierre rondes qui étaient d'ailleurs creusées dans le sol d'un bon mètre au moins pour tirer profit de la fraîcheur du sol. Et qui avait un dôme soit de pierre ou alors qui avait un toit en branchage. Alors là, on est vraiment sur un plateau. Le lieu est idéal pour l'installation d'un village comme ça. Donc encore une fois, c'est bien intérieur à Abraham. Là, c'est intéressant. Vous voyez, on a un ancien site toujours de cette même époque. Et on a notamment beaucoup de silex. Énormément de silex. Tout ça, c'est du silex. Et on peut trouver aujourd'hui des restes de silex qui ont été taillés. Alors, la taille, c'est pas compliqué. Tiens, rapprochez un petit peu. On prenait tout simplement un morceau de silex et avec une pierre un peu plus dure, on tapait, alors c'est cassant, on voit, hein, les morceaux ils sautent tout de suite, on cassait pour essayer de donner un deuxième angle. Il y a toujours deux angles, hein, sur une pierre taillée, sur un biface ou sur un racloir ou sur une tête de flèche. Et donc voilà. Et alors c'est assez facile à reconnaître ce qui a été taillé et ce qui ne l'est pas, parce que vous voyez celui-là il est naturel, c'est moi qui l'ai cassé, hein. Par contre ici, voilà, j'ai deux silex où on voit parfaitement les deux angles. Alors, il y a un premier angle qui est naturel et le deuxième angle, c'est les coups de frappe qui ont été apportés pour rendre ça plus tranchant. Alors là, j'en ai un autre ici qui est assez grossier. C'est certainement des morceaux qui ont été taillés et puis qui ont été jetés parce qu'ils n'étaient pas satisfaisants. Mais à Nitsana, on a des têtes de flèche, on a des racloirs vraiment très très jolis où on voit parfaitement les tout petits coups de frappe. C'est vraiment magnifique. Et donc dans toute cette région, on peut trouver des silex taillés. Bon allez, on n'est pas très loin maintenant du village d'Abraham. Un petit peu de marche et puis on y arrive. On va redescendre dans Nahal. Là c'est un peu casse-figure, hein. Aïe. On devrait arriver, hein, je pense, Igal. Tu me dis si tu vois, parce qu'ici, en fait, moi, j'ai pas le visuel sur le plateau, donc. Alors, tenir la caméra et monter avec une main, c'est pas évident. Ah bah voilà, Igal. Cette fois-ci, on y arrive. Ouf. On a bien marché. Alors voilà, on est arrivé sur ce fameux village. On est vraiment sur un plateau, hein. Et puis ici, bah, c'est le village. C'est vrai que c'est assez impressionnant parce que par rapport au petit village qu'on a croisé, c'est pas du tout le même agencement. C'est plus vaste. Et c'est mieux conservé, il y a plus de ruines, quoi. On voit que c'était plus grand. Là-bas, c'était vraiment des tout petits villages de quelques huttes. Et là, on a, je sais pas, ça fait... Bon, c'est pas grand pour nous, mais pour l'époque, c'était grand. En fait, on a que très peu d'informations sur ce site-là. Moi, en fait, j'en ai même jamais trouvé, à part Nelson Gluck, mais c'est vraiment assez succinct. En tout cas, bon, voilà, Abraham, selon Nelson Gluck, Abraham est passé par ici. Alors, en venant d'ici, pays de Canaan, et en se rendant sur le pays d'Égypte là-bas.
Alors là, on est peut-être dans une ruelle. C'est difficile à dire ce qu'on voit en fait, hein. Alors en tout cas, il y a quelque chose qu'il faut noter quand même. On va essayer de le trouver parce que ça c'est toujours justement, ça c'est Nelson Gluck qui a fait remarquer ça. C'est que les villages de l'époque d'Abraham ne comportaient pas de murailles. Vous voyez, on voit pas de traces de murailles ici, hein. Et quand on voit la vue de drone, c'est pareil. Donc en fait, les villages ne comportaient pas de murailles parce que on vivait en paix. Alors, pourquoi en paix? Parce que tout simplement, toute la région payait un tribut aux nomades. En fait, dans le désert, l'un des problèmes, ce sont les nomades. Soit on s'entend avec eux en leur payant un tribut, soit on leur fait la guerre, on est plus fort qu'eux. À l'époque d'Abraham, on le voit dans la Bible d'ailleurs, les habitants de la région avaient payé un tribut. C'était le cas de Sodome. Donc tous les villages de cette époque-là, nous dit Nelson Gluck, et celui-ci ne fait pas exception à la règle, et bien vivaient en paix, protégés par les nomades, et en quelque sorte, et donc pas de muraille. Nelson Gluck appelle ça la Pax Abrahamica. Alors, il fait remarquer que d'un seul coup, dans tous les villages de la région, on trouve des traces de destruction violente. Les villages sont aussitôt reconstruits, mais avec des murailles. Donc, ce qui lui fait dire que la Pax Abrahamica a été rompue. Et en fait, il rapporte ça à la Bible en disant voilà, c'est la fameuse histoire des rois qui arrivent du nord et qui se rassemblent parce que les villes de la plaine, Sodome, Gomorrhe, etc., ont cessé de payer le tribut. Alors en fait, ce que la Bible appelle des rois sont des chefs de tribus nomades, vraisemblablement, descendants plus de la région de la Syrie d'ailleurs. Donc c'est logique, ils viennent, ils détruisent, comme nous dit la Bible, ils emportent. Abraham va à leur recherche, les ramène, et automatiquement, on reconstruit les villes, mais avec des murailles. Alors, comme je l'ai dit, le puits de Berotaïm qu'on a visité dépendait donc du village, et les gens partaient d'ici avec ânes et dromadaires, par exemple, pour aller chercher de l'eau et revenaient. Donc on est à 5 km, mais à l'époque, ça ne dérangeait pas de faire autant de kilomètres, d'autant plus qu'on consommait certainement beaucoup moins d'eau qu'aujourd'hui. Voilà, c'est magnifique comme lieu, on a vraiment envie d'y rester. Mais c'est comme toute chose, toute bonne chose a une fin, il faut qu'on retourne maintenant. Voilà, on va terminer là-dessus et je vous dis à bientôt, donc le mois prochain, pour une nouvelle vidéo reportage.